Voilà, bonjour à tous. Je pense qu'on peut commencer, hein, il est 10h03, donc il y a quelques retardataires qui nous rejoindront peut-être un petit peu plus tard. Alors aujourd'hui, vous nous rejoignez pour un webinaire sur l'influence, en fait, sur comment collaborer avec des influenceurs. C'est quelque chose qui m'est souvent demandé et forcément, c'est quelque chose que je connais très bien puisque moi, je suis arrivée finalement dans le marketing et particulièrement le marketing immobilier parce que de base, je fais partie de ce qu'on appelle les influenceurs puisque j'ai un blog depuis, enfin comme ça, je vous refais un petit peu ma bio pour que vous sachiez qui je suis et en quoi j'ai des compétences pour vous parler de ce dont je vais vous parler. Donc, j'ai un blog depuis une dizaine d'années. Ce blog a été primé, par exemple, par Le Vif l'Express. En 2014, on a reçu le prix, à l'époque, je travaillais avec ma sœur, on a reçu le prix du meilleur blog francophone en 2014. Hein. Oui, c'est ça, je pense. Donc voilà. Donc de base, j'ai un blog et forcément, j'ai des réseaux sociaux, entre autres un Facebook avec à peu près 30 000 personnes, un Instagram avec à peu près 17 000 personnes. Enfin voilà, donc en gros, les réseaux sociaux et mon blog sont vraiment un outil que j'utilise au quotidien. Et donc, je fais des collaborations avec pas mal de sociétés diverses et variées. Et je vais vous expliquer un peu tout ce qui fonctionne et tout ce qui ne fonctionne pas et comment vous pourriez très facilement vous laisser avoir par des influenceurs, puisque c'est un monde un peu très particulier quand même. Hein. Donc, le monde de l'influence est un monde rempli de gens qui aimeraient devenir influenceurs et qui sont prêts à tout pour ça et qui donc vont vous proposer n'importe quoi, ou de faux influenceurs qui peuvent vous faire croire assez aisément, si vous n'y connaissez rien, ils peuvent vous faire croire qu'ils ont une grande communauté, que cette communauté est efficace, etc. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu tous les pièges dans lesquels vous ne devez pas tomber si vous voulez faire dans le marketing d'influence et on va commencer immédiatement. Alors, je vous préviens de suite que j'ai un tout petit souci qui est le même que la dernière fois, c'est-à-dire qu'une fois que j'ouvre ma présentation, je n'ai plus ma petite flèche. Donc, je ne sais pas du tout, mon curseur a disparu et donc il faut que j'avance un peu dans le flou. Donc, quand vous me parlez, il va falloir parfois que je réduise mon écran pour pouvoir voir vos questions. Alors, on va démarrer tout de suite en parlant des différentes collaborations. Alors, donc, il y a vraiment tout type de collaboration. Donc, on peut d'abord faire une collaboration gratuite en échange de produits. Alors, attention, je suis aussi tout à fait consciente que, comme ici, on a en majeure partie, quelques-uns ne font pas partie du secteur immobilier, mais en majeure partie, vous faites partie du secteur immobilier. Vous allez avoir des particularités puisque techniquement, vous n'avez rien à offrir à un influenceur en échange de son travail. Donc, il faut comprendre que, par exemple, la plupart du temps, une société qui vend des produits ou qui vend des services qui sont utiles au quotidien, elles vont avoir évidemment plus facile puisqu'elles vont proposer un échange de produits ou un échange de services en échange donc de visibilité chez l'influenceur. Dans votre cas, ça va être plus difficile parce que vous n'allez pas pouvoir offrir une maison et finalement, vos services ne sont utiles qu'à certains moments de la vie. Donc, c'est dans ça qu'on va voir que c'est un petit peu particulier dans votre cas. Mais comprendre d'abord le système de l'influence va être très important pour savoir un petit peu comment fonctionner. Donc, il y a la gratuité en échange de produits. Dans votre cas, je vais vous conseiller, par exemple, la gratuité en échange d'un cadeau. Si vous avez la possibilité je vais déplacer, je suis désolée, hein, je vais devoir souvent réduire et agrandir pour pouvoir voir ce que je fais. Donc, vous allez devoir proposer un cadeau en échange de visibilité puisque vous n'avez pas d'autre solution. Il y a le service offert par un invité. Alors, par exemple, ça c'est si vous invitez un influenceur chez vous et c'est lui qui va offrir un service. Et donc, faire connaître sa communauté, inviter sa communauté, généralement, c'est en échange de rémunération. Donc, par exemple, pour ma part, je suis coach en image. Il arrive que
des magasins m'invitent pour faire du coaching et donc ma communauté vient pour être coachée ou alors ça fait simplement une visibilité, un cadeau offert aux clients du lieu où je me rends. Mais ça peut très bien être, on va parfois faire des conseils en images dans des endroits qui n'ont rien à voir, dans un cinéma ou pourquoi pas donc dans une agence immobilière. Il y a beaucoup de blogueurs qui ont des aptitudes qu'ils pourraient venir montrer chez vous. Ça peut être des blogueurs cuisine, des Instagrammeurs qui viendraient démontrer quelque chose, qui viendraient en fait donner un atelier à votre clientèle et faire venir votre clientèle ou en tout cas les gens de votre entourage, de votre localité dans votre agence pour les faire entrer une première fois pour un premier contact. Alors, il y a la collaboration échange de produits plus cash. Une fois qu'un influenceur a un certain nombre d'abonnés, c'est plus ou moins la norme. Alors, il y a la solution produit plus affiliation. Donc là, on offre des produits à l'influenceur et on va le rémunérer en fonction du nombre de retours que l'on a. Évidemment, dans le cas d'une agence immobilière, moi, par exemple, je n'accepterai pas une affiliation dans le sens où, donc, par exemple, l'affiliation, je vous donne un exemple un petit peu plus clair. Je vais collaborer, par exemple, avec une librairie. Je vais avoir un code promo à donner à cette librairie, enfin, à mes abonnés pour qu'ils puissent utiliser ce code promo et que la librairie sache quand ça vient de moi. Et je vais avoir une rémunération au livre vendu par l'utilisation de ce code promo. Vous vous doutez bien que dans votre cas, l'affiliation, elle est un peu délicate parce que, admettons qu'un blogueur fasse une collaboration avec votre agence et vous lui donnez un code promo. Un code promo, pourquoi? Je ne sais pas très bien. Par exemple, code promo pour une estimation? Non, puisque vos estimations sont la plupart du temps gratuites. Mais un code promo, par exemple, pour une consultation, je ne sais pas, ou un rendez-vous quelconque, et vous avez une ou deux personnes qui viennent pour un rendez-vous. Pour vous, une ou deux personnes, c'est un ou deux leads et ça peut vous rapporter gros. Mais donc, pour l'influenceur, si vous le rémunérez à un pourcentage ridicule, la rémunération ne sera pas du tout à la hauteur de son travail. Ça dépend du travail qui a été fourni également. Alors, on peut aussi travailler sous forme de concours. Ça aussi, ça va être quelque chose que vous allez pouvoir pas mal utiliser dans votre cas. En meet-up, simplement, venez rencontrer, vous pouvez proposer, donc le blogueur va proposer à sa communauté de venir la rencontrer ou le rencontrer chez vous. Donc, par exemple, je peux très bien dire samedi, retrouvez-moi tous à l'agence telle. Je ne le fais pas, moi je ne collabore pas avec les agences. C'est logique, puisque je serais complètement… je serais sur deux facettes de mon boulot, ce serait un peu bizarre. Mais vous trouvez un influenceur qui va dire « Venez samedi dans telle agence et je signerai des autographes, par exemple. » Ça fait venir des gens dans votre agence. C'est une façon de faire aussi. Et alors, il y a la collaboration long terme. Vous pourriez envisager… Alors, les collaborations long terme, c'est souvent des collaborations vraiment main dans la main, avec un intéressement des deux côtés. Et les collaborations long terme, généralement, vont vraiment, c'est ce que je conseille le plus généralement, ça va vraiment rapporter des abonnés à la personne qui embauche le blogueur, puisque le blogueur ne va parler que de, par exemple, une blogueuse qui parlerait d'une agence une semaine, puis d'une agence une autre, vous vous doutez bien que ça a peu d'intérêt pour vous. Par contre, c'est une blogueuse qui va montrer qu'elle cherche son premier appartement avec vous, puis sa première location avec vous. Et puis, 3 ans plus tard, qui va montrer qu'elle fait sa recherche d'un premier appartement avec vous. Et puis, qui, 10 ans plus tard, montre qu'elle elle revend cet appartement pour acheter une maison avec vous. Là, vous allez avoir des vraies collaborations long terme qui vont avoir un vrai impact sur les communautés respectives. En tout cas, donc là, vous allez vous attirer la communauté de ce blogueur ou de cet Instagrammeur. Ça va vraiment faire grandir votre audience de façon efficace et crédible. Parce on va voir que la crédibilité est vraiment super importante. Ça ne sert à rien, par exemple, d'aller embaucher 25 blogueurs différents qui vont tous parler de vous en même temps. On voit très fort la collaboration dans ces cas-là. Et
qui finalement, la semaine suivante, ils seront chez quelqu'un d'autre, ils parleront de quelqu'un d'autre et on aura simplement vu vaguement un petit peu parler de vous ponctuellement et ça n'a pas grand intérêt sur le long terme. Par contre, envisager des collaborations vraiment inscrites dans le temps, même si, dans le cas d'une agence immobilière, bien sûr qu'on ne va recourir à vos services que rarement dans le temps, mais par contre, si le blogueur fait toujours appel à vous, vous allez pouvoir vraiment avoir une certaine confiance de la part de son audience et réellement construire une relation crédible. Alors, vous pouvez, dans le cadre d'une agence, par exemple, ce que je vais vous conseiller, c'est de prendre une dizaine de blogueurs et de les suivre dans leur histoire immobilière. Il y a des blogueurs actuellement, normalement, ça fait partie du boulot de votre responsable de marketing, de suivre aussi les influenceurs et de savoir quels sont les influenceurs qui actuellement sont à la recherche d'un bien ou qui actuellement sont en train de revendre un bien. Il y en a plein, hein. Honnêtement, il y en a plein. Je connais des blogueurs qui ont plus de 100 000 abonnés et qui cherchent, par exemple, une maison depuis, en tout cas, j'en vois une en particulier qui cherche une maison depuis au moins 3 ans et qui ne trouve pas. Donc, je suis toujours étonnée de me dire qu'il n'y a aucune agence qui suit assez ce domaine pour se dire, ah tiens, je vais lui proposer à elle une collaboration. Voilà. Alors, il faut comprendre aussi les types d'influenceurs. Il y a 4 grands types d'influenceurs. Je ne vais pas rentrer dans les influenceurs actuellement. TikTok est en train de monter, mais pour parler d'une agence immobilière, c'est vraiment encore pas du tout le bon outil. Snapchat, même chose. On ne va pas trop rentrer là-dedans. On va rester dans le classique. Donc, on a 4 grands types d'influenceurs. On a d'abord le blogueur. Donc, par exemple, c'est mon cas. Donc, un blogueur, c'est avant tout un rédacteur. Il a donc un blog qui est lu par des gens. Donc, c'est quelqu'un qui va rédiger des articles. Les articles vont être référencés. Ça peut être très utile pour vous parce que ça va vous créer des backlinks. C'est d'ailleurs la chose que vous devez demander à un blogueur, c'est de lui dire quel backlink vous voulez qu'il apporte vers votre site web. Donc, c'est meilleur pour votre référencement de site web. Par exemple, je prends mon blog. Mon blog est lu à peu près par, je sais pas, à peu près entre 50 et 100 000 personnes par mois. Donc, ça veut dire que mon blog est considéré comme un bon outil pour les backlinks. Mes backlinks sont fiables. Ce qui veut dire que si moi, je lis vers une agence, je vais devoir réduire parce que j'ai une question et que je ne sais pas l'ouvrir sinon. C'est vraiment très, très mal fait. Alors, voilà, donc je recommence. Je réagrandis ça. C'est vraiment pas pratique, hein, mais du coup, je ne vois plus non plus. J'espère qu'il ne va pas recommencer au début. Non, ça va. Donc, j'ai lu les questions, hein. Je vais tout expliquer. Justement, on est là pour répondre à cette question-là. Donc, le backlink que je vais vous apporter va être efficace puisque mon blog est considéré comme beaucoup vu. Google se dit que mon blog est beaucoup lu, donc ça a un intérêt. C'est comme avoir un backlink qui vient d'un petit organe de presse, en gros. Donc, le blogueur va devoir vous rédiger un article super référencé. Il doit respecter les codes du SEO. Et donc, normalement, moi, quand on m'envoie, quand j'ai affaire à une bonne boîte de marketing, généralement, elle m'envoie un briefing super clair avec les mots-clés que je dois utiliser, le backlink qu'il veut voir, les titres qu'elle veut voir, etc., etc. Alors, on a aussi le Facebooker. Alors, le Facebooker, vous allez voir qu'un blogueur est souvent aussi les autres, mais que certains éléments ont des forces et que vous pouvez demander des choses différentes en fonction de votre besoin. Moi, j'ai des gens qui vont me contacter soit pour une campagne Instagram, soit pour une campagne blog, soit pour une campagne Facebook. Et généralement, c'est leur agence de marketing qui les oriente, évidemment. Puisque je vois, une des grandes questions que je reçois là, c'est qu'en fait, vous ne connaissez pas la communauté, vous ne savez pas comment trouver des influenceurs et vous ne savez pas ce que vous pouvez leur demander. Encore une fois, c'est un peu à ça que sert aussi une agence de marketing, hein. C'est le travail d'une agence de marketing d'être informée de tout ça. Et c'est pour ça, généralement, que dans les agences de marketing, il y a toujours énormément d'influenceurs qui travaillent. Les 3/4 de Flex sont constitués, en tout cas en community management et même en graphisme, sont des influenceurs et donc on connaît très bien ce qu'on fait. Alors le Facebooker, lui, il a une communauté qui est souvent plus âgée. Il va pouvoir créer pour vous
un post ou un post d'article de blog, évidemment. Donc, le Facebooker va avoir une communauté très claire, très définie. Souvent, on est dans une tranche d'âge qui est un peu plus élevée, mais je vais vous montrer ce que vous devez demander à un influenceur pour savoir quelle est son audience, puisque c'est ça le plus important. Donc, par exemple, dans mon cas, j'ai à peu près 30 000 personnes qui me suivent sur Facebook. La tranche d'âge sur Facebook est entre 25 et 65 ans. Donc, la tranche d'âge est très large et j'ai une communauté à majorité féminine. Alors ensuite, on a, et c'est fou, je ne peux pas voir ce que je fais, c'est très embêtant. On a le YouTuber. Alors le YouTuber, lui, il crée simplement des vidéos. C'est son boulot, il crée des vidéos qu'il va diffuser sur YouTube. Donc, si vous avez quelque chose à demander à un YouTuber, il va transmettre son expérience via une vidéo. Donc, le blogueur, c'est l'article, le Facebooker, c'est le post, le YouTuber, c'est la vidéo. Alors, évidemment, souvent, demander un travail à un YouTuber va coûter encore plus cher parce que son matériel coûte extrêmement cher et donc il y a un amortissement à faire, etc. Donc, c'est un petit peu une demande différente. Alors, l'Instagrammeur, enfin, va poster au choix des photos sur son feed, donc sur son mur, son fil où il n'y a que des photos, donc des photos, soit des stories de 24 heures. On va voir qu'il y a des intérêts pour l'un ou pour l'autre. Ou alors des vidéos sur son IGTV, donc Instagram TV. C'est assez récent, mais ça marche pas mal depuis quelques temps. Ça marche de mieux en mieux. Donc, on peut espérer une bonne visibilité sur IGTV. Alors, vous ne pouvez pas demander, par exemple, moi, je suis blogueuse. Admettons que j'ai un YouTube, ce qui n'est pas le cas. Mais admettons que j'ai un YouTube et un Instagram, vous ne pouvez pas, par exemple, me demander un IGTV et un YouTube. Pourquoi? Parce que les formats ne sont pas les mêmes. Donc, si vous me demandez les deux, c'est 2 fois le travail. Donc, vous payez 2 fois parce qu'il y a une fois dans un format, une fois dans un autre. Et donc, le travail doit être refait 2 fois. Donc, il faut comprendre pourquoi parfois certains tarifs augmentent. Alors, trouver le bon influenceur. D'abord, il faut bien comprendre comment savoir si une collaboration peut fonctionner. Et je vois souvent des gens qui font des collaborations avec n'importe qui n'ont pas de sens. Pas forcément que l'influenceur n'est pas bon, hein, pas du tout. Mais simplement, vous n'avez pas du tout étudié la communauté de votre influenceur. Et donc, parfois, vous faites des campagnes d'influence chez des gens, par exemple, dont toute la communauté est en France, alors que, par exemple, c'est pour un magasin, un petit magasin qui ne fait même pas d'e-shop, donc un petit magasin qui se trouve à Herve, et vous faites une campagne avec quelqu'un dont toute la communauté est située en France. Ça n'a ni queue ni tête. Donc, qu'est-ce que vous devez vérifier avant une collaboration? Vous devez demander, et c'est tout à fait normal de demander à un influenceur ses statistiques. Normalement, un bon influenceur, il a ce qu'on appelle un Media Kit. Alors, mis à jour, pas mis à jour, ça dépend, mais un Media Kit qu'il peut vous envoyer avec c'est sa statistique globale. Donc, c'est souvent fait avec un outil qui permet d'exporter des statistiques, mais je vais vous montrer que vous pouvez tout checker en ligne. Il y a des outils pour ça. Donc, normalement, vous pouvez demander à un blogueur de vous envoyer ces statistiques très précises et pouvoir vous baser sur ces réponses pour finalement sélectionner vos influenceurs. Par exemple, nous, quand on fait une campagne d'influence pour un client, on va collecter les statistiques de tas d'influenceurs et on va sélectionner celui qui va correspondre le mieux à la cible. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va prendre toujours l'influenceur qui a 100 000 abonnés? Pas du tout. En fait, on va prendre celui qui a le plus d'abonnés en fonction de la zone nécessaire pour le client. Je vous prends un exemple. On a fait une campagne il y a quelques temps pour Lino. C'était pour Lino de Liège. Donc, c'était pour gagner une carte cadeau pour Lino de Liège. Donc, et on devait trouver quel blogueur allait faire gagner cette carte cadeau sur sa page. Et donc, on a collecté les informations et les statistiques de tous les influenceurs importants, on va dire. Et en fait, il y en avait très peu qui avaient une belle communauté sur Liège. Très, très peu. Et par exemple, on avait des influenceurs qui avaient 100 000 abonnés et qui avaient peut-être 500 personnes sur Liège. Donc, ces gens ne représentaient pas un intérêt pour faire grandir la communauté de Lino de Liège. C'est un exemple très précis. Donc, on s'est finalement retourné sur des influenceurs qui avaient une quinzaine de milliers d'abonnés, mais 1500 abonnés sur Liège, par exemple. Donc, on savait qu'on touchait une vraie communauté sur Liège, plus importante finalement que l'abonné à 100 000. Sachant qu'en plus,
Ben, l'abonné à 15 000 coûte beaucoup moins cher que l'abonné à 100 000. Donc, imaginez si on n'y avait rien compris, on aurait pris l'abonné à 100 000, qu'on aurait payé le prix l'abonné. On aurait pris le blogueur à 100 000 followers. On lui aurait payé les tarifs d'un blogueur ou d'un Instagrammeur à 100 000 followers, c'est-à-dire c'est très cher. Mais en plus, on aurait touché une toute petite partie de la communauté. Donc, le rapport qualité-prix est complètement nul. Donc, les statistiques sont importantes parce que les statistiques vous permettent d'étudier l'audience. Et vous devez, vous, avoir d'abord ciblé une audience précise et savoir qui vous voulez toucher. Ensuite, vous devez également regarder le taux d'engagement d'un blogueur et surtout regarder si cet engagement est réel. Je m'explique. Un blogueur, donc un taux d'engagement, qu'est-ce que c'est? C'est quand un blogueur poste, est-ce que les gens s'engagent? Est-ce que les gens répondent? Est-ce que les gens échangent avec ce blogueur? Est-ce que les gens sont intéressés par son contenu ou pas? Alors, il y a deux types d'intérêts. Si vous voyez qu'il y a vraiment des questions en dessous, qu'il y a un vrai échange, que l'influenceur répond, il y a un vrai engagement réciproque avec sa communauté, l'engagement est bon. Par contre, si vous voyez un influenceur qui, par exemple, parle d'une montre et qu'il n'y a aucune personne en dessous du post qui va commenter à propos de la montre et que la plupart des commentaires, c'est « Ah, mais t'es trop belle, cœur, cœur, cœur », vous savez que sa communauté ne s'intéresse qu'à la personne et finalement pas tellement au produit qu'elle montre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel vous devez faire attention. C'est logique. Alors, la deuxième chose aussi, c'est repérer le faux engagement. Alors, vous le croirez ou non, mais en tout cas, si vous n'êtes pas encore informé, il est temps que vous le soyez. Il existe des tas, c'est presque une majorité d'influenceurs qui achètent et les followers et les commentaires et les likes. Donc, il y a des plateformes qui permettent d'acheter les commentaires, d'acheter des likes, etc., etc. Alors, je vais vous montrer comment vous pouvez repérer ça via des outils qui le permettent. Donc, vous vous doutez bien que faire votre pub sur une communauté achetée, la communauté achetée, en fait, on achète des robots. Hein. On n'achète pas des vraies personnes qui suivent une communauté. Donc, on achète, par exemple, 200 abonnés et en fait, la plupart des abonnés sont inexistants et ce sont des faux profils créés par une société qui vend ces profils. Ça ne coûte rien du tout. Donc, on peut devenir influenceur. Vous pouvez avoir 100 000 followers alors maintenant, c'est un peu plus cher, mais il y a quelques années, pour 300 €, vous aviez 100 000 followers. Maintenant, c'est un petit peu plus cher, mais ce n'est pas non plus hors de prix. Alors, vous devez également regarder le contenu. Est-ce que le contenu créé par l'influenceur correspond à votre but, à votre objectif? Est-ce que l'influenceur correspond à votre image aussi? Il y a des influenceurs qui cartonnent et qui sont hyper vulgaires. Il y a des influenceurs qui par contre, sont très, très drôles ou qui sont très carrés, très sérieux. Vous devez absolument regarder si l'image que la personne véhicule vous correspond. C'est pas parce qu'on vous dit ou que votre fils ou que votre fille adore machine ou machin qui est super drôle que pour autant ça va être profitable pour vous de collaborer avec cette personne. Il faut donc bien regarder son contenu. Donc, en matière de blogging, clairement, de blogging ou d'influence, hein, le nombre de followers, c'est vraiment qu'un indicatif. C'est la qualité qui compte avant tout. Alors, donc, un bon influenceur, c'est quoi? De vrais followers. Vous n'avez aucun intérêt à payer quelqu'un pour faire de la pub devant des robots, que je sache. Des followers engagés, donc des followers qui suivent vraiment cette personne avec bon cœur. Un nombre d'abonnés locaux qui vous convient, parce que c'est bien de travailler votre notoriété sur le national ou l'international, mais ce n'est pas très intéressant de faire de la pub à Tombouctou. Un contenu qui correspond à votre image et une création de contenu original. C'est-à-dire, par exemple, que si vous vouliez faire je sais pas, une campagne sur vos estimations gratuites et que vous collaborez avec 12 blogueurs et que vous faites un briefing précis où ils doivent expliquer qu'on peut faire estimer gratuitement la maison et qu'en fait, chacun de ces blogueurs fait exactement le même contenu, vous vous décrédibilisez. Donc, généralement, on a le droit de demander à un blogueur ou à un Instagrammeur ou à un YouTuber quel contenu il propose. Donc, de lui dire vraiment, OK, qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que tu as comme idée? Qu'est-ce que tu vas créer comme contenu? Normalement, on parle à de vrais créateurs de contenu. Si ce sont des ânes qui annonnent votre propos et qui sont 12 à le faire en même temps,
vous perdez des points au niveau de la crédibilité. Alors, comment vérifier un compte? Je vous montre quelques outils. Alors, la plupart sont gratuits pour quelques essais et puis après payants. Donc, c'est un petit peu à voir. Mais si vous prévoyez une campagne, une vraie campagne d'influence, normalement, vous devez vous abonner à un de ces outils parce que vous allez tester, à mon avis, allez, il faut que vous testiez au moins peut-être au moins 50 blogueurs pour avoir leurs résultats, leur engagement, etc. et vraiment faire quelque chose de concret. Donc, vous pouvez, par exemple, utiliser Social Blade. Alors, Social Blade, ici, c'est mon profil. Alors, tous les points d'interrogation, c'est simplement parce que le nom de mon blog est écrit avec une police spéciale et elle n'est pas digérée par Social Blade. Donc, ici, par exemple, moi, j'ai souvent pris mon profil en exemple pour pas non plus parler d'autres personnes, sachant que, comme je vous l'ai expliqué, je ne suis pas en train de vous vendre mon profil puisque je ne collabore pas avec les agences immobilières. Ça paraît tout à fait logique. Mais c'est comme ça que vous devriez voir les choses. Donc, vous pouvez voir qu'actuellement, j'ai uploadé 1871 photos dans Instagram. J'ai pris Instagram comme outil de contrôle, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle plateforme. Social Blade permet vraiment d'analyser tout ça. Le nombre de followers, donc j'en ai 16 956 à cette heure-là. Je suis 2103 personnes. Mon taux d'engagement ici est calculé sur 1,64. Bon, alors, vous allez voir que souvent, comparé sur deux outils, c'est pas mal non plus parce que sur d'autres outils, je n'ai pas du tout le même taux d'engagement. Le nombre de likes moyen est de 251 par photo. Le nombre de commentaires moyen est de 25,8. Alors, pourquoi c'est important de regarder tout ça? Alors, que je vous explique bien aussi. Si, par exemple, vous avez beaucoup de likes sur les photos d'un influenceur, il faut parfois regarder aussi la moyenne d'âge. Dans mon cas, par exemple, la moyenne d'âge, on va voir, sont des gens plus âgés qui suivent même sur Instagram. Et ces gens sur Instagram, souvent, ont moins le réflexe de liker. Les jeunes ont pris vraiment cette habitude. Sur Instagram, le public plus âgé va avoir moins d'engagement au niveau des likes, etc. Par contre, les engagements vont être très forts dans les échanges en privé. Donc, et ça a aussi une grande valeur puisque ce sont vraiment des échanges de personne à personne. Alors ensuite, vous avez le rang mondial. Le rang mondial a peu d'importance. Et donc, voilà en quoi vous allez pouvoir voir qu'une communauté est réelle ou fausse. Ici, je vous montre, par exemple, c'est une vieille capture d'écran parce que cette formation, j'ai repris des morceaux d'une autre formation. Donc, vous voyez ici comment ma communauté augmente au quotidien. Donc, la première colonne avec followers avec du vert, c'est le nombre d'abonnés que je prenais par jour et le nombre de désabonnés est en rouge. Ensuite, vous avez de l'autre côté mes abonnements. Et vous voyez, par exemple, le 23 du 8, je m'étais désabonné de 66 personnes. Bon, peu importe, il y a des jours où j'ai des crises et je ne supporte plus certaines personnes et je supprime. Et puis alors, la dernière colonne, c'est le nombre de posts que j'avais fait jour après jour. Donc, le nombre de posts de photos que j'avais construits. Donc, on voit que la communauté est en train d'augmenter. Alors, je prends ici un autre Instagrammeur et c'est en ça que je vous dis, faites gaffe. Donc, vous voyez que cet Instagrammeur, globalement, est en perte. C'est évident. Donc, sur le mois, cette personne a perdu 1020 abonnés. Alors, on voit qu'il y a une reprise de 120 abonnés, puis 77 abonnés, c'est lié à un concours qu'elle avait organisé. Donc, avec un concours, elle a pu remonter un petit peu. Mais on voit que globalement, elle perd 1020 abonnés. Si une personne est en perte de vitesse comme ça doit quand même vous mettre la puce à l'oreille. Mais ce qui doit encore un peu plus vous mettre la puce à l'oreille, ici, c'est un autre profil. Donc, vous voyez, au total, la personne a pris 30 abonnés ce mois-là. Mais par contre, regardez bien le nombre de pertes quotidiennes et subitement le nombre d'augmentations. Et là, quand vous voyez des augmentations comme ça soudaines, il faut aller voir sur le compte de cette personne et voir d'abord s'il y a eu un concours. Sauf que là, il n'y avait pas de concours. Ce qui veut dire, vous l'aurez compris, que cette personne a acheté des followers en compensation de la perte qu'elle avait subie. Donc, ce sont des faux followers qu'elle a ajoutés à son profil.
Ça, c'est typique. C'est sur Social Blade, vous pouvez vraiment voir le suivi. C'est typique. Alors, ça arrive qu'il y ait une forte augmentation, par exemple, parce qu'il y a eu un chouette partage ou parce qu'il y a eu un concours, mais pas 5 jours d'affilée. 5 jours d'affilée avec des telles augmentations, c'est une grosse preuve. Voilà, c'est une grosse preuve. Donc ici, c'est un achat. Nous, on vérifie bien sûr tout ça avant de lancer une campagne d'influence. Alors, vous pouvez vérifier aussi par Flanks. Là, vous entrez simplement le nom du compte et vous avez le taux d'engagement. Alors, il marche, enfin, ça dépend des fois ça devient payant, c'est un peu chiant, mais voilà. Donc, un bon taux d'engagement, c'est à partir de 2% en moyenne. Alors, un autre outil très, très bien, c'est Metricool. Alors, ici, c'est mon outil. Donc, vous allez pouvoir voir, par exemple, ici, que la majeure partie de ma communauté est féminine, que j'ai une petite part, enfin, elle est quand même, je crois que c'est 25% d'hommes, un peu plus de 29% de mémoire. Et alors, unknown, c'est simplement les gens qui n'ont pas déterminé leur genre sur le réseau. Donc, ça va vous permettre, évidemment, bon, pour une agence immobilière, vous souhaitez peut-être avoir un peu des deux, mais dans le cas, par exemple, si vous avez une campagne qui est typiquement masculine, je ne serai pas la personne idéale. Alors, par contre, vous voyez que l'âge de mes abonnés, vous l'avez précisément là, l'âge de mes abonnés représente, c'est une tranche d'âge qui a un pouvoir d'achat intéressant. Évidemment, vous allez faire super attention si vous vous rendez compte que la personne avec qui vous voulez collaborer, elle a surtout des abonnés en 13 et 17 ans qui ne sont pas du tout votre cible. Donc, à partir de 18-24, vous pouvez déjà vous y intéresser, mais si c'est une majorité de 18-24, sachant par exemple que les jeunes achètent de plus en plus vers l'âge de 30 ans, ce ne sera peut-être pas votre cible non plus. Alors, vous allez pouvoir voir aussi le nombre de followers par pays. Ça aussi, c'est un très bon indicateur. Alors, vous allez voir que moi, j'ai quand même un engagement donc essentiellement en Belgique et en France, comme vous pouvez voir. Alors, autres, c'est les gens qui ne sont pas indiqués. Et alors, Inde, Arabie Saoudite, Brésil, c'est souvent des faux followers. Alors, ce n'est pas forcément que la personne les a achetés, c'est qu'il y a aussi des systèmes comme ça où vous en avez qui s'abonnent automatiquement pour que vous vous abonniez. Enfin, c'est des trucs automatiques. Et puis sinon, j'ai eu malheureusement l'année passée la super blague, comprenez comme ça le monde de l'influence, ça vous fera un peu comprendre. Pour me décrédibiliser, l'année passée, une blogueuse m'a offert des followers, des faux followers. Donc, j'ai dû faire toute plein de démarches, mais pour les retrouver dans le nombre d'abonnés, ce n'est pas facile. Mais donc, ça doit encore être aussi des restes de ça. Alors, par contre, vous allez voir le pourcentage par ville. Donc, j'ai 10% à Liège, 8% à Bruxelles, 2% à Paris. Donc, on voit que ma communauté, elle est particulièrement liégeoise. Et puis après, on va un peu plus loin, Soumagne, Verviers, Namur, etc. Maintenant, il faut se dire aussi que beaucoup de gens vont se mettre sur une province plutôt que, enfin, vont se dire qu'ils viennent d'une province plutôt que d'une ville ou d'un village encore plus, parce que tout le monde ne remplit pas toutes les données précisément. Mais donc, on voit vraiment où se trouve la communauté d'un Instagrammeur ou d'un blogueur. Ce qui veut dire, par exemple, que je ne serai pas la bonne personne pour faire une campagne pour quelqu'un qui vend des produits à Paris. Enfin, si elle a un e-shop peut-être, mais pour quelqu'un qui a un e-shop, évidemment, toute cette communauté est capable d'acheter le produit. Mais par exemple, une agence immobilière qui voudrait, qui est de Paris et qui veut toucher des Parisiens, je ne suis clairement pas la bonne personne. Alors, vous allez pouvoir vraiment voir donc l'engagement moyen, les interactions. Le reach, c'est important aussi. Ça veut dire combien de personnes on va toucher, combien de personnes on peut toucher en collaborant avec un influenceur. Donc, par exemple, j'ai un reach de 50 000 sur Instagram. Alors, je vais être très claire. Par exemple, vous devez aussi demander à l'Instagrammeur ou au blogueur ou à l'influenceur que vous contactez quel est le réseau qu'il vous conseille. Je conseille toujours aux gens avec qui je collabore de prendre plutôt Facebook parce que ma communauté sur Facebook a un meilleur taux d'engagement, un meilleur reach, parce que voilà, c'est comme ça.
ma communauté est plus âgée et donc plus présente sur Facebook. Donc forcément, il faut écouter le conseil de la personne. J'ai plein de marques qui me contactent, avec qui je fais un contrat, et puis au final, je leur dis prenez plutôt Facebook et ils veulent absolument Instagram. Bon, bah après, les retombées sont ce qu'elles sont. Donc, vous devez faire confiance aussi à l'influenceur avec lequel vous allez collaborer et lui demander quels sont ses conseils en fait. Alors, vous pouvez voir aussi les interactions au quotidien, le nombre de likes sur la semaine, sur le mois, pardon, le nombre de commentaires. Alors, le nombre de sauvés, c'est-à-dire des gens qui enregistrent un post pour s'en rappeler plus tard. Si des gens sauvegardent quelque chose qui vient de vous, c'est une bonne chose. Et le nombre de posts que la personne a pu faire. Alors, on peut aussi avoir toutes les données sur les stories. Alors, je ne sais pas pourquoi cet outil a l'air de planter un petit peu, puisque comme vous voyez, on dirait que j'ai posté aucune story entre le 8 avril et le 2 mai, ce qui est complètement faux. Mais par contre, ma moyenne d'impression est juste. Alors, c'est donc très important, par exemple, de voir que j'ai une moyenne d'impression de 2829 qui est supérieure à la moyenne d'impression des posts. Donc, si vous voulez collaborer avec un influenceur, il faut regarder si ses posts font de meilleurs résultats ou ses stories. Si ce sont les stories, demandez une story. Vous allez lui acheter une story plutôt qu'un post. Alors, ça explique aussi le prix. Chez moi, un post Facebook est moins cher qu'une story Facebook puisque je vais toucher plus de monde avec une story Facebook. Avec une story Instagram, pardon, qui est en plus partagée sur Facebook. Donc ici, vous avez le taux de partage sur Instagram, mais par exemple, il y a aussi les vues à ajouter sur Facebook. Donc, il faut vraiment comprendre que le coût par impression, ça va vous coûter moins cher que dans la presse, etc. Mais par exemple, normalement, un blogueur, un Instagrammeur, un YouTuber, etc. va vous vendre un prix par impression, par moyenne d'impression. Donc, si par exemple, vous payez 2 centimes par impression sur une pub Facebook, il ne faut pas espérer non plus avoir 0,0000001 centime chez un influenceur, quoi, hein. Donc, faites le compte par le nombre d'impressions compte et a une importance. Alors après, vous pouvez carrément voir donc sur Metricool toutes les stories et leur analyse, combien de personnes ont répondu, combien de personnes sont revenues en arrière pour voir, combien de personnes ont quitté, etc. Alors, on peut voir aussi les hashtags qui marchent le mieux chez un influenceur, par exemple. Donc, moi, quand j'utilise le hashtag End of the Week ou racontage de vie, on arrive à pas loin de 6000 impressions. Et Weekend Vibes aussi, tiens, attends, j'y suis. Donc, ça veut dire que vous pouvez très bien demander à l'influenceur d'utiliser un de ces hashtags qui fonctionne bien chez lui en plus de vos hashtags. Bon, je me rends bien compte que c'est un métier, hein, mais si vous pouvez comprendre l'idée générale, c'est déjà fort, fort bien. Alors, vous avez aussi Hype Auditor qui va vous permettre de voir le classement dans un pays, dans le monde, etc. Donc, par exemple, ici, vous pouvez voir que je suis la 2734e influenceuse en Belgique. C'est pas génial, mais c'est pas mauvais. Alors, on peut voir que j'ai des followers de qualité, j'en ai 7700, mais bon, ça date de août 2018. Donc, 7700 followers de qualité, c'est-à-dire des followers qui sont engagés, positifs, etc. Et puis, alors, on peut voir la qualité d'audience qui est très bonne. Alors, ensuite, on peut aller plus loin et voir les vraies personnes, les abonnés de masse. Abonnés de masse, c'est justement tout ce qui est abonné par concours ou abonné par achat. Donc, dans mon cas, j'ai encore des abonnés par achat. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais bon, voilà. On peut voir que j'ai 1300 abonnés aux États-Unis. Alors, bizarrement, vous pouvez aussi poser des questions aux gens. Ça m'est déjà arrivé qu'on me dise, tiens, est-ce que tu peux justifier le fait que tu as 1300 abonnés aux États-Unis? Eh bien, en fait, sur mes statistiques Google Analytics du blog, je suis lue bizarrement par plein de francophones qui vivent aux États-Unis. Bon, voilà, c'est chouette. Alors là, on peut voir qu'à ce moment-là, j'avais 16% d'hommes, donc mon pourcentage d'hommes a augmenté, c'est bizarre. Le nombre de femmes, 84%. Le nombre d'adultes, 90% également. Donc ça aussi, ça peut servir. Et la portée estimée, bon, là, ils sont un peu à côté de la plaque parce qu'entre 1000 et 15 000, c'est tellement vague que voilà, ces outils valent ce qu'ils valent, hein.
La portée d'audience, vous pouvez voir si la portée est bien. Donc, bon, voilà, voyez un peu l'idée. L'authenticité de l'audience. L'audience paraît authentique. Et alors, vous pouvez voir, alors c'est encore plus désespérant que les comptes similaires ont, alors je ne vois plus le pourcentage parce que j'ai un truc devant, mais une cinquantaine de pourcents d'audience authentique, ce qui veut dire qu'il y a énormément de blogueurs qui ont à peu près 15-16 000 followers qui ont acheté la moitié de leur audience, par exemple, ou qui ont obtenu la moitié de leur audience par des concours et des partages automatisés. Alors, vous pouvez aller voir l'intérêt de l'audience. C'est très important aussi. Est-ce que vous allez forcément aller chercher une audience dont l'intérêt principal, c'est le fitness? Je sais pas, enfin, posez-vous la question. Donc, voilà, alors je ne sais pas d'où viennent ces 60% intéressés par le sport dans mon cas, mais voilà. Et c'est bien d'avoir un échange avec un Instagrammeur pour lui poser les bonnes questions et lui demander finalement d'où vient sa communauté, pourquoi, par exemple, je sais pas, on pourrait s'intéresser à pourquoi j'ai 23% qui s'intéressent à la musique. Honnêtement, je n'en sais rien. Mais parfois, on peut avoir une bonne justification, une explication en disant, je ne sais pas moi, tous les X temps, je partage des albums musicaux. Bon, ben alors, si vous vendez de la musique, vous pouvez aussi très bien alors vous dire, OK, je vais aller chercher les 23% qui sont intéressés par la musique et je vais les inviter à un événement dans mon agence, un événement musical dans mon agence. Pourquoi pas? Alors, vous pouvez donc aller voir la performance des publicités, la fréquence des publications, c'est pas mal aussi. Donc, je suis en dessous de la moyenne. Alors, est-ce bien ou est-ce pas bien? Ben, moi, c'est parce que bon, j'ai quand même une vraie carrière en dehors, mais voilà, vous allez chercher tout ça. Alors, on peut voir aussi avec quelle marque j'ai collaboré. Vous pouvez donc aller voir également avec qui vous ne voulez pas collaborer, puisque si quelqu'un a déjà collaboré avec un concurrent direct, c'est toujours bon de le savoir. Bon, voilà, vous avez c'est une analyse, on ne va pas rentrer plus dans le détail. Et alors, je vais prendre un exemple ici qui était un peu le même exemple que plus haut. Ici, donc, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de followers en Belgique et on peut voir que l'engagement est authentique, que c'est un bon engagement. Mais regardez, par exemple, ici, c'est une personne qui a 52% de public masculin. Alors, il faut se poser la question. Donc, vous savez que si vous vendez un produit typiquement féminin, peut-être que vous avez la moitié de sa communauté qui ne vous intéresse pas. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas collaborer avec cette personne. Ça veut plutôt dire en réalité que vous allez contacter cette personne et quand elle va vous donner son budget, vous allez pouvoir lui dire, oui, mais moi, il n'y a que la moitié de ton audience qui m'intéresse, donc tu me fais moitié prix. C'est un bon axe de négociation. Alors, on voit aussi ici que c'est quelqu'un dont finalement le nombre de followers en France est plus élevé qu'en Belgique. Donc, si vous vouliez collaborer avec elle pour la Belgique, ce n'est pas forcément intéressant. Et puis après, il faut lui demander son décompte par ville. Et je suis certaine que dans la ville avec laquelle vous voulez faire la communication, il y a de fortes chances pour qu'il y ait des plus petits influenceurs qui aient beaucoup plus d'abonnés dans la ville concernée que cette personne-là. Donc ça, c'est quelqu'un qui va être génial pour un gros e-shop qui livre dans le monde. Mais ça ne va pas être quelqu'un de formidable pour une petite campagne vraiment locale. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose que vous devez absolument, absolument prendre en compte et comprendre avant de faire une campagne. Alors, son engagement, etc., etc. Alors, on peut voir aussi les différentes mentions qu'elle a faites récemment, voir avec qui elle a collaboré récemment. Alors, voilà ce que vous devez demander à un influenceur si vous n'avez pas accès à ces statistiques. Vous devez lui demander ses statistiques d'audience. Donc, voilà, ici, par exemple, vous devriez vous interroger donc, dans la première case à mon sujet, pourquoi une augmentation soudaine comme ça ces derniers temps, enfin, cette dernière semaine, ces derniers jours, en fait, parce que c'est une semaine. Normalement, vous devriez me dire, et quoi, tu as acheté, tu as fait un concours, tu as fait quoi? Alors, en fait, c'est vraiment très, très simple. Cette augmentation, je peux la justifier en expliquant que j'ai eu un partage de quelqu'un qui est très connu. Donc, tant qu'on peut justifier,
il n'y a pas de problème. Mais je vous ai montré d'autres personnes. Il faut que ces personnes puissent vous justifier comment subitement elles ont pris plusieurs milliers de followers en quelques jours alors qu'elles en perdaient avant. Donc, il faut demander, il faut interroger, il faut poser des questions. Vous ferez peut-être emballer, mais c'est votre droit. Il faut demander les lieux, donc les lieux principaux, les tranches d'âge pour voir si elles vous conviennent, le pourcentage aussi de l'audience et les jours qui fonctionnent le mieux, les jours et les heures qui fonctionnent le mieux. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de gens qui me demandent de poster le dimanche matin. Ce n'est pas du tout un jour positif sur mon compte. Bon, bah tant pis, je leur dis, hein, mais bon, on ne m'écoute pas, on ne m'écoute pas. Moi, l'heure à laquelle je dois poster, c'est entre 18 et 21 heures. Ce n'est pas favorable pour moi, mais pour la marque qui collabore avec moi, c'est favorable. Donc, la marque devrait me demander de poster à 21 heures. Très peu le font. Hein. Alors, vous allez demander aussi les posts qui ont le mieux marché sur le dernier mois, la dernière année, peu importe, à vous, à peu de fois. Le nombre de vues également dans les stories. Donc, vous pouvez vraiment faire un comparatif comme ça assez complet de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Le nombre d'impressions, enfin voilà. Il faut demander toutes ces données-là à l'influenceur avec lequel vous voulez collaborer. Si vous ne demandez pas tout ça, vous n'aurez pas des résultats très clairs. Vous devez demander aussi, quand vous avez fait une collaboration, rémunérée. Hein, je vais expliquer après, vous n'allez pas demander tout ça à quelqu'un à qui vous demandez une collaboration gratuite. Hein. Les gens sont gentils, mais ce n'est pas non plus… on va aller plus loin là-dedans. J'essaie d'aller plus vite pour cadrer avec le temps. Donc, voilà, vous devez demander les résultats de votre collaboration pour voir un petit peu ce que ça a donné, combien de personnes ont vu, combien de personnes ont eu des interactions, etc. avec la publication. Alors, par exemple, si vous tombez sur un profil comme ça, ben voilà, 209 000 abonnés, c'est super. Vous devez vous poser la question, est-ce que ce profil correspond à ce dont j'ai besoin? Vous pouvez voir qu'elle met en avant des pourcentages, des trucs. Bon, évidemment, vous n'allez pas demander à ce genre de personne de parler de votre agence immobilière, à moins qu'elle soit pile poil en train de chercher un appartement ou une maison. C'est pas son audience ne la suivra pas pour ça. Vous allez devoir plutôt vous baser sur des blogueurs lifestyle, c'est-à-dire des blogueurs qui racontent leur vie. Si vous prenez des blogueurs qui font vraiment une thématique, les gens les suivent pour cette thématique. Le reste, les gens n'en ont rien à faire, ils ne les suivent pas pour savoir ce qu'ils font de leur vie. Donc, essayez vraiment de bien voir si la personne est suivie aussi du point de vue d'une thématique ou vraiment de lifestyle. Alors, les tarifs. En dessous de 15 000 abonnés, tout réseau confondu, c'est possible d'avoir de la gratuité contre des produits. Pour un partage unique, c'est jouable. Entre 15 000 et 100 000, vous devez quand même négocier avec l'influenceur. Il y a des tarifs moyens. Alors, nous, on demande… En fait, à partir du moment où une personne a plus de 15 000 abonnés, tout réseau confondu, la moindre des choses, c'est pas de lui dire est-ce que je peux… avoir quelque chose, non, c'est plutôt combien est-ce que ça coûte de. Donc, généralement, on demande immédiatement les tarifs à l'influenceur. Après, il arrive qu'on fasse des envois, des influenceurs à partir d'un certain nombre de followers reçoivent plein de trucs et les marques n'en attendent rien. Donc, ce n'est même pas parce que vous avez envoyé un cadeau à un influenceur, même en tant qu'agence immobilière. Hein, donc, vous pourriez très bien, pour faire parler de vous, envoyer quelque chose de sympa à plein d'influenceurs. Allez, par exemple, je vous crée comme ça une campagne. Vous pourriez très bien choisir d'envoyer à tous les influenceurs de votre région de quoi faire un kit barbecue estampillé à vos couleurs, donc gratuitement. Et donc, pour leur dire de profiter de leur jardin pendant le confinement. D'accord? Donc, le but, c'est qu'ils disent « Ah, l'agence une telle m'a envoyé ça, c'est trop mignon. C'est vrai que pendant le confinement, je vais profiter de mon jardin et de ma maison. » Donc, vous allez avoir peut-être 30 influenceurs qui vont parler de vous à ce moment-là. Sauf que si vous avez envoyé ce kit gratuitement, sans les contacter, etc., ils n'ont aucune obligation de parler de vous. Des produits, des influenceurs en reçoivent à tire-larigot. Donc, vous pouvez très bien faire une campagne de pure notoriété de ce genre, mais si vous voulez qu'elle fonctionne et vous assurer que vous ne jetez pas votre argent par la fenêtre si vous envoyez des cadeaux intéressants, parce que envoyer
envoyer un stylo, un porte-clés ou une connerie comme ça, laissez tomber, hein, personne n'en parlera jamais. Les influenceurs sont plutôt gâtés généralement, donc ne vous faites pas d'illusions. Donc, vous envoyez, par exemple, un kit avec une bouteille d'apérole, une boisson, etc. Avec, en plus, je ne sais pas moi, un tablier avec le nom de votre agence pour faire un barbecue. Si vous le faites gratuitement, croisez les doigts pour avoir un retour. Si vous ne le faites pas gratuitement, vous pouvez, avant de leur envoyer quelque chose, leur envoyer, donc leur demander leurs statistiques. Bonjour, j'aimerais bien faire une collaboration et j'aimerais connaître vos tarifs. C'est la première chose qu'on demande. Quels seraient vos tarifs pour une story? Quels seraient vos tarifs pour ci, pour ça? Et est-ce que je peux avoir votre média kit? Alors, généralement, les blogueurs vous envoient le média kit. Et puis ensuite, vous allez leur expliquer l'objectif de votre campagne et ce que vous attendez d'eux. Il faut le faire de façon assez précise et vraiment, alors dans ce cas-là, par exemple, cette idée d'envoi de kit barbecue, mais ça pourrait être en hiver, vous envoyez, je ne sais pas moi, un plaid et un coussin, profitez bien de votre maison, on est tous heureux dans sa maison. Vous allez toujours pouvoir jouer sur l'idée de maison, de home, de cocooning, etc. Donc, vous allez envoyer ça et vous allez devoir créer une campagne. C'est ça un peu le boulot d'une agence de marketing aussi quand on fait du marketing d'influence. Donc, créer quelque chose qui va pouvoir vous faire connaître. Alors là, dans ce cas-là, vous devez cibler plein d'influenceurs en même temps parce que plus il va y en avoir qui vont parler de vous, plus les gens vont avoir entendu parler de votre agence. Mais donc, dans le cas où vous envoyez ce kit, le kit barbecue, vous allez expliquer carrément. Donc, généralement, nous, on reçoit un briefing hyper complet qui va dire, voilà, on voudrait bien une photo de qualité, faite dehors, avec, par exemple, nos produits et notre logo doit être bien visible. Vous allez devoir utiliser les hashtags un tel, un tel, un tel. Vous devez renvoyer vers notre compte, etc., etc. Ça, c'est tout un truc que vous allez devoir mettre en place. Au niveau des gros influenceurs, il faut vous dire que une collaboration, par exemple, les influenceurs à 100, 150 000 followers en Belgique, il faut compter leur proposer à peu près 2 000 € en story et 10 000 € pour la collaboration plus longue. Donc, ce sont les budgets. Il faut vous dire qu'ils équivalent totalement à la presse pour laquelle vous payez ce genre de tarif sans hésiter. Mais les influenceurs, par contre, ils sont réellement suivis. C'est-à-dire que les 2000 personnes qui vont regarder leur story, ces 2000 personnes la regardent de leur plein gré. À la différence de la presse où votre pub, généralement, on jette un coup d'œil et on la tourne, hein. Donc, il faut comprendre que finalement, ça a un prix aussi et que la plupart, ce sont des indépendants comme vous et que donc, tout a une valeur. À partir du moment où on me dit souvent, oui, c'est hors de prix d'aller payer 2 000 € pour un influenceur à 100 000 followers. Non, c'est clairement pas hors de prix si la personne vous crée un vrai contenu. Voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Eux se sont construits et ont une audience qui est là et ils vous la mettent à disposition, donc ça se paye. Alors, vous allez au niveau de l'immobilier, donc vous n'avez rien à offrir en contrepartie, donc vous allez devoir trouver quelque chose à offrir en retour. Chèque cadeau, concours. Alors, vous pouvez proposer des concours. Donc, vous pouvez très bien, par exemple, faire une collaboration entre votre agence et, par exemple, un centre esthétique. Et vous allez offrir un bon d'achat dans un centre esthétique de votre région. Ça va apporter de la visibilité au centre esthétique, donc ça vous permet de négocier le tarif avec le centre esthétique. Et le blogueur, lui, va peut-être accepter de faire le travail gratuitement puisqu'il y a ce cadeau qui est offert qui va faire grandir sa communauté. Mais préparez-vous quand même à devoir lui offrir la même chose. C'est un peu le jeu. Donc, niveau visibilité, vous allez offrir, par exemple, un soin et un second qu'il va pouvoir offrir à sa communauté. C'est un exemple. Mais il faut bien dire que ce ne sera que… on fait gagner un soin esthétique. Donc, l'institut va être plus vu que l'agence en collaboration avec l'agence immobilière, machin. Donc, c'est toujours un peu plus difficile. Alors, un contenu créatif, c'est ce que je vous disais. Alors, soit vous trouvez quelqu'un qui cherche un bien ou qui veut en vendre un. Bon, ça, c'est plus difficile et il faut être vachement au courant. Donc,
Pour vous dire, dans l'influence, il y a des gens qui, au quotidien, eh ben, ils se tapent toutes les stories de tous les influenceurs. J'ai une amie qui est PR chez Lancôme, donc son boulot, c'est de surveiller l'influence, entre autres, chez Lancôme. Son boulot, tous les matins, elle se tape 3 heures de stories. C'est un métier. Et elle sait qui cherche quoi, qui a besoin de quoi, et elle sait réagir, etc. etc. Alors, si vous ne trouvez pas cette personne, vous pouvez carrément alors opter pour quelque chose d'un peu plus franc. L'agence veut se faire connaître et donc il y a ce système d'envoi massif de quelque chose pour parler de vous simplement, comme je vous l'ai dit. Après, c'est à vous d'être créatif dans la publicité et d'avoir des idées un peu novatrices. Sans tomber, enfin, croyez bien que les influenceurs regardent très fort aussi à l'esthétisme de leur compte et ils ne vont pas s'amuser à poster des trucs moches si vous leur envoyez des trucs moches. Il faut être super créatif pour faire quelque chose de sympa qui va bien se marier avec ce qu'ils racontent. Alors, donc je répète, en général, on doit fournir aux influenceurs, quand on les paye, un briefing précis avec date, hashtag, etc. Alors, sinon, si vous faites une collaboration gratuite, pitié, si vous ne voulez pas vous griller à tout jamais, j'ai déjà reçu par exemple des produits. Parler gratuitement des produits, il faut vous dire une chose, si vous offrez quelque chose à un influenceur, il reçoit déjà beaucoup de choses. Donc, il ne vous doit pas de merci. Voilà, on déborde de plein de choses à partir d'un certain moment. Donc, s'il poste pour vous, s'il parle de vous, commencez pas après à l'emmerder alors que c'est gratuit, à demander les statistiques et combien vous avez eu, et est-ce que je peux avoir toutes les statistiques de ci, de ça, est-ce que tu peux aussi redire que ci, que ça. Non, 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 non. Si on veut avoir un suivi complet, avec les plus petits influenceurs, pourquoi pas, hein, mais si on veut avoir un contenu complet avec un suivi complet, on paye pour ça, ça devient un vrai travail et c'est leur boulot. Alors, vous pouvez organiser des concours. Alors, soyons clairs, que ce soit sur votre profil ou sur le profil d'un influenceur, soyez clairs dans votre demande et ne demandez pas 1 milliard de choses. Demandez, liker la photo, être abonné à un compte et poster un commentaire, c'est bien. Par contre, commencez à demander 53 efforts à faire. Dites-vous que plus vous en demandez, moins les gens participent à un concours. Il y a énormément de concours, donc soyez clairs, concis et il faut que ça ne leur prenne pas trop de temps. Et puis, annoncez le gagnant dans le concours lui-même. Regardez, là, il y a concours terminé, la gagnante est… Pourquoi ? Parce que ça va vous simplifier la vie et que les gens vont arrêter de continuer à participer à un concours qui est terminé depuis belle lurette. Alors, vous pouvez vous assurer la fidélité de l'audience en précisant qu'il va y avoir des concours hebdomadaires ou mensuels, créer un hashtag. Et ce n'est pas utile d'offrir toujours un prix super cher. Parfois, à partir de 25 €, les gens sont contents. Alors, ce qui est très utile donc, dans l'influence, c'est de vous inviter chez un influenceur ou chez des influenceurs en même temps pour vous faire connaître. Par exemple, là, je crois que c'était Marbèze. Marbèze avait organisé un concours chez moi, mais en même temps chez plusieurs influenceurs de plusieurs villes, puisque Marbèze existe dans plusieurs villes. Et donc, on pouvait gagner un bon de 100 € chez Marbèze. Moi, en contrepartie, j'étais payée et j'avais un bon d'achat en plus parce que forcément, il faut que je parle de ce que j'ai vécu comme expérience avec la marque. Et donc, voilà, un concours comme celui-là va rapporter des abonnés sur le compte de Marbèze. Alors, la visibilité va s'accroître et surtout, ça va vous apporter des nouveaux abonnés qui viennent de chez l'influenceur. Voilà, voilà, je pense que j'ai fait plus ou moins le tour. Maintenant, la vidéo, comme toujours, je le répète, tout est toujours repartagé sur le groupe Flex for Imo sur Facebook. Donc, n'oubliez pas d'aller vous inscrire sur ce groupe. Non, je n'envoie pas les slides par mail. Non, je ne vous envoie pas la vidéo par mail non plus. Tout est posté dans le groupe Flex for Imo. Je ne saurais pas vous envoyer tout ça. Hein. J'ai aussi un travail. Hein. Donc, je ne saurais pas tout vous envoyer. Donc, n'hésitez pas sur le groupe Flex for Imo. Flex, espace, for
espace IMO, vous allez pouvoir voir tout ça. Je ne sais pas si vous aviez encore d'autres questions. Je regarde les questions. Oui, bien sûr, on peut s'inscrire au groupe Facebook. Si vous n'êtes pas une agence maintenant, bon, vous allez voir que la communication est essentiellement dirigée vers les agences immobilières. Alors, donc, je regarde un petit peu les questions parce qu'il y en a plusieurs qui vont dans tous les sens. Comment savoir si quelqu'un nous ment? Ben, je crois que j'ai répondu à la question. Comment trouver les idées pour des campagnes d'influence? Eh ben, en fait, il faut être sur les réseaux depuis longtemps, s'y connaître un petit peu plus et vraiment et finalement ben, développer vraiment des connaissances là-dedans pour avoir des idées, hein. Pour avoir des idées, il faut voir ce qui se fait ailleurs déjà en premier. Pourquoi est-ce qu'on s'oriente vers le secteur immobilier? Parce qu'en fait, FlexVision a eu beaucoup de clients dans l'immobilier et que petit à petit, c'est devenu un peu une passion pour toute notre équipe. Que donc, on a choisi de… Alors, on collabore toujours avec d'autres sociétés, hein, mais notre axe principal reste l'immobilier parce que finalement, quand on travaille dans une niche, on développe des connaissances très précises sur une niche et que ça nous permet d'être beaucoup plus compétents pour cette niche en particulier. Donc, je crois que par exemple, en immobilier, on est les seuls à savoir tout ce qu'on sait. Comme il y a d'autres agences qui savent beaucoup plus de choses que nous dans d'autres domaines. Bah merci pour les compliments, pour tous ceux qui envoient des compliments, c'est gentil. Alors sinon, pour le reste, je vois… Est-ce que ça sert à quelque chose de faire connaître l'agence sur Instagram? Donc ça doit être quelqu'un qui a déjà participé à d'autres formations où je disais que pour Instagram, pour les agences immobilières, c'est un peu difficile. Mais par contre, c'est le même principe, hein. Vous pouvez très bien, par une campagne d'influence, orienter les gens vers votre site web, orienter les gens vers votre Facebook. Vous pouvez faire des collaborations. J'ai donné des exemples ici pour Instagram parce que c'est le plus courant. Mais en effet, si pour une agence immobilière qui me consulterait pour une campagne d'influence, j'orienterai les gens vers la page Facebook ou enfin, en tout cas, je crois que je partirai sur autre chose que du pur Instagram classique et je ne demanderai pas forcément aux gens de s'abonner à votre compte Instagram, mais plutôt d'aller voir votre site web ou je crois que j'organiserai un concours qui peut être gagné si on s'encode sur une landing page sur votre site web. Je crois que j'irai vers quelque chose comme ça. Maintenant, c'est toute une réflexion à avoir et vous l'aurez vu, ce n'est pas forcément un domaine facile, c'est un domaine assez nouveau. Ça fait une petite dizaine d'années que ça se développe et ça ne fait que 4-5 ans que ça se professionnalise à ce point. Donc, bien comprendre les codes, ça demande vraiment… enfin, vous devriez tous être sur Instagram, tous suivre des influenceurs. C'est ça que font les marketeurs, hein. Ils sont sur les réseaux, ils regardent ce qui se fait en permanence et ils suivent vraiment bien l'actualité. Vous n'avez pas d'autre solution. C'est comme si vous alliez dans un magazine sans connaître son taux de tirage, si vous ne savez pas du tout s'il est bien lu, si vous ne savez pas son mode de distribution, ça ne sert à rien de publier une pub ou bien c'est comme si vous choisissiez de faire une pub dans un magazine beauté, par exemple, alors que vous êtes une agence immobilière. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que vous ne devez pas créer une pub beaucoup plus orientée, mieux prévue, par exemple, pour ce contenu? Enfin, voilà, c'est vraiment, ça demande quand même pas mal de compétences et de connaissances, le marketing d'influence, mais bon, c'est intéressant. Et voilà, trouver les bons influenceurs, essayer de savoir ceux qui cherchent des maisons, par exemple. Ça vous ferait une belle pub et puis vous pouvez leur montrer vraiment vos services et vous rendre utile pour de vrai. Donc, voilà. Alors, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à passer par Flex4Imo. On est disponible, toute l'équipe de chez FlexVision, on est là, donc n'hésitez pas. Et on se retrouvera vendredi. Vendredi, le thème, c'est en tant qu'agence immobilière, comment communiquer sur sa page Facebook et sur son profil Facebook. Donc, quelle est la différence entre les deux et quelles sont les erreurs que vous ne devez pas faire sur l'un ou sur l'autre. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon mercredi et on se retrouve comme d'habitude vendredi prochain. À bientôt.